Vu qu'on est plusieurs, on fait une conférence à plusieurs voix, nous, parce qu'on n'est pas des maîtres conférenciers, on est plutôt des gens du terrain. Donc on s'est dit, comme disait Fanny, l'union fait la force, donc on est venu à plusieurs. Donc je suis Valérie Nicolas, Dolores Bernier. Je suis Dolores Bernier. Voilà. Bonjour. Et Anne Jonson-Ito. Voilà. Donc nous, voilà, on est enseignants d'équitation. On va faire un peu écho à la précédente conférence de Fanny, hein, j'imagine. Donc nous, on voulait axer notre propos en partant sur une définition du mot médiation dans le sens commun. Donc on a simplement ouvert le dictionnaire, on a regardé ce que voulait dire médiation, et donc médiation, action d'intervenir entre plusieurs personnes, plusieurs parties, pour faciliter un accord. Comme ça, tout le monde est d'accord, on part, oui, on part d'une définition commune. Donc, en tant que professionnel équestre, notamment donc moniteur d'équitation, notre rôle est effectivement de faire en sorte que l'activité équestre de n'importe quelle personne se déroule le mieux possible dans un accord réciproque, et pour le cheval et pour le cavalier. Cela sous-entend que l'activité se déroule dans la sécurité, on en a déjà parlé, dans le confort, et il s'agit bien de faciliter la communication entre les équidés et les cavaliers. Donc, à partir de cette définition, on s'est dit que notre présence à cet Equi-Meeting en tant que représentant de la commission handicap, encore nommée Equi-Handi, du comité régional d'équitation de Bretagne, est donc justifiée. Et notamment, on est des enseignants qui se sont spécialisés au niveau du brevet fédéral Equi-Handi, qui est donc mis en place au niveau de la Bretagne grâce au comité régional d'équitation de Bretagne qui nous soutient activement dans cette démarche en Bretagne, donc qui a commencé qui avait commencé avant en Pays de Loire, et donc nous, voilà, en Bretagne, on suit ce chemin-là, et on est appuyé par le CREB, donc voilà. Donc voilà, notre présence justifiée. L'enseignant d'équitation est donc bien un médiateur entre le cheval, dont il a une connaissance certaine de par sa formation et de sa propre expérience auprès des équidés avec lesquels il travaille tous les jours, au quotidien, et le cavalier. Ce sont bien donc vers les centres équestres et les enseignants d'équitation que se dirigent le plus généralement les personnes qui veulent pratiquer une activité équestre, qu'elle soit ou non en situation de handicap. Le rôle de l'enseignant étant de transmettre le savoir-faire et le savoir-être équestre. Donc nous, on a choisi de vous faire défiler plutôt des photos pour l'aspect pratique, hein, voilà, parce que du coup, les phrases, vous les avez dans les livrets, et on voulait vous montrer un petit peu le quotidien qu'on vit aussi sur le terrain. Donc voilà. Ceci dit, il est vrai que dans la formation initiale, le moniteur d'équitation est formé pour l'accueil de tous et l'accueil en général, mais manque d'apport théorique et pratique souvent sur les publics dits différents. D'où justement donc la création du brevet fédéral d'encadrement Equi-Handi, qui vient pallier ce manque, notamment par rapport au handicap mental ou moteur ou sensoriel. Donc là, je ne vais pas en dire plus, puisque Fanny en a déjà parlé à la conférence d'avant. Donc, effectivement, c'est une série de questions qu'on s'est posées. Dans un premier temps, quels sont les bienfaits de l'équitation pour les cavaliers en situation de handicap, qu'on s'est posé et qu'on nous pose aussi régulièrement. Eh ben, donc notre réponse, c'est une réponse qui ne va pas forcément répondre à vos attentes, mais ces bienfaits, eh ben, ils sont les mêmes pour tous. C'est-à-dire que ce soit pour un public valide ou non, l'équitation apporte les mêmes bienfaits. C'est une activité physique et sportive avec de nouvelles expériences motrices, une activité d'extérieur qui peut apporter une détente, une amélioration du tonus, une amélioration de l'équilibre, favorisation de l'acquisition de la latéralisation, etc. etc. Après, on ne peut pas faire une liste exhaustive de tous les bienfaits que ça apporte, mais une chose est sûre, le premier bienfait doit être le plaisir. Et le cavalier doit avoir envie de monter ou d'être auprès des chevaux, parce que de monter n'est pas une fin en soi. Deuxième point, mais et effectivement, c'est est-ce que il y a effectivement des bienfaits et que effectivement ces bienfaits sont souvent exacerbés selon les manques. On connaît, en tout cas nous qui accompagnons les personnes en situation de handicap dans les centres équestres, on connaît des personnes qui ont un handicap moteur qui effectivement cherchent à dépasser les limites de leur corps, se dépasser pour prouver qu'une personne ne se limite pas à ses incapacités et à son handicap. On connaît aussi de nombreuses personnes ayant une déficience intellectuelle qui recherchent sans cesse une reconnaissance de l'autre,
de se sentir valorisé, ne serait-ce que regardé, après avoir été tenus en échec souvent pendant leur scolarité, mais aussi dans tous les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire ne pas pouvoir couper sa viande seule, ne pas pouvoir se laver seul, ne pas pouvoir s'habiller seul. Et une fois sur le cheval, le regard de la personne est différent. On parle souvent d'une personne en fauteuil roulant qui à cheval regarde le monde, les personnes qui l'entourent d'en haut et non pas d'en bas comme dans le fauteuil roulant. Donc voilà, donc la pratique de l'équitation peut effectivement être un support thérapeutique ou éducatif pour travailler par rapport aux incapacités et aux faiblesses de la personne. Un psychomotricien peut axer les séances d'équitation donc sur un des objectifs que j'ai cités avant, l'acquisition de la latéralisation par exemple, mais aussi, je dirais, surtout pour montrer les capacités de sa personne, aux yeux des autres et aux yeux de la personne elle-même. Par exemple, telle personne donc n'est pas autonome pour sa toilette, par contre elle l'est pour diriger sa monture sur un parcours avec un slalom, s'arrêter dans un carré délimité par des barres, etc. Nous avons tous un but conscient ou inconscient lorsque nous nous dirigeons vers la pratique de l'équitation. À la question « Pourquoi montez-vous à cheval ?», je suis sûre que vos réponses seront différentes pour tous et personnalisées. Il en est de même pour les personnes concernées par la médiation équine. À la différence que pour elles, il existe souvent un projet personnalisé qui est formalisé par les équipes de l'établissement social ou médico-social où elles sont suivies. Le projet personnalisé, qui est une obligation de la loi 2002, de 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale, a une finalité, des objectifs précis et réalisables, et avec pour chacun des moyens pour atteindre les objectifs. La pratique de l'équitation peut être un des moyens définis pour atteindre un des objectifs de ce projet personnalisé. Il va de soi que la personne doit être actrice de ce projet, sinon le projet est voué à l'échec. Donc on n'est pas là, nous en tout cas en tant qu'enseignants, pour coller des objectifs sur la personne, mais bien pour nous adapter selon les envies d'abord et les besoins ensuite, puisque l'envie effectivement est quelque chose qui, s'il n'y a pas d'envie, il n'y aura forcément pas de besoin. Donc l'équitation est une discipline qui a pour avantage d'avoir des approches très variées, le dressage, l'obstacle, l'attelage, la voltige, le travail à pied, l'équifun, mais là c'est pareil, on fait écho un petit peu à ce que disait Fanny tout à l'heure. Et toutes ces disciplines sont autant de possibilités pour l'activité de s'adapter aux envies de toujours du cavalier, de ses capacités et de ses incapacités. Puisque, de toute façon, toute activité doit être adaptée à la personne et ce n'est pas à la personne de s'adapter à l'activité. Ça, c'est une notion qui est assez importante. Et donc, à la question « Quels sont les résultats ?» Eh bien, nous, en tant qu'enseignants d'équitation, on ne peut pas prétendre à des résultats scientifiques. On se base plutôt sur les résultats de l'atteinte ou non des objectifs du projet personnalisé du cavalier. Donc qui est préalable à toute évaluation, si on peut parler d'évaluation, mais en tout cas qui est préalable à tout bilan en tout cas. Et donc cela passe par des observables, puisque du coup, étant des gens de terrain, on observe beaucoup, on est à côté de la personne, donc forcément, on passe par de l'observable. D'où l'importance aussi de ne pas travailler seul, mais en partenariat, donc avec des éducateurs, des kinésithérapeutes, des psychomotriciens, la famille aussi, etc., qui peuvent accompagner le cavalier lors des séances d'équitation afin d'élargir sa vision, de mutualiser les observations de chacun selon les différents points de vue. C'est vraiment cette idée de ne pas se focaliser avec son propre regard, ses propres idées reçues aussi, hein, parce qu'on en a tous forcément, et de ne pas se focaliser sur ce qu'on pense et sur du subjectif surtout. Et donc vraiment de rester dans de l'objectif. Donc l'un des outils d'évaluation peut être une grille d'observation, notamment pour observer les comportements non verbaux, des entretiens avec le cavalier. Donc il est important de dater les événements, de garder une trace écrite afin de ne pas sombrer justement dans le subjectif. Toutes les phrases qui commencent par « il me semble que »,« je pense que »,« je crois que », sont autant de phrases qui laissent à penser que du coup le bilan sera subjectif et manquera d'observable. Pour chaque moyen d'un projet personnalisé, doit être réfléchi des critères d'évaluation. Donc c'est ça, toujours de l'observable. Par exemple, pour un objectif, être capable de surmonter des appréhensions, notamment à pied à côté du cheval, les moyens seront de sécuriser les situations, de solliciter la personne et de la valoriser, de favoriser le travail à pied pour que l'approche soit justement... pour surmonter les appréhensions, on part du principe que c'est d'abord l'approche du cheval à pied et ensuite viendra le travail à cheval.
Donc les critères d'évaluation seront alors de vérifier par l'observation si elle parvient effectivement à brosser seule son cheval, si elle parvient à faire seul un parcours à pied en tenant le cheval à la petite longe, etc. Là, c'est juste un exemple. Et donc, cette évaluation peut être faite lors d'un bilan avec les différents encadrants qui se concertent. Alors, soit lors de réunions, mais on sait très bien aussi que ça se fait de manière informelle, à la fin de la séance. Mais voilà, c'est bien aussi de prévoir ces temps-là, même si ce n'est pas réunion autour d'une table, mais de prévoir un temps où on puisse travailler ensemble sur un bilan et dire ce que tout le monde a vu et sur ce que tout le monde peut dire de sa propre expérience avec la personne, et notamment le cavalier lui-même, bien sûr. Donc du coup, l'évaluation avec le travail écrit des grilles d'observation, la formalisation d'objectifs sont plus le fait des thérapeutes et des éducateurs. Nous, en tant qu'enseignants d'équitation, effectivement, il n'est pas forcément de notre rôle de faire ces grilles d'observation. On n'a pas la formation pour. Effectivement, quand on parle chacun sa formation, nous, on n'a pas la formation pour. Ceci dit, effectivement, pour remplir les grilles d'observation, les thérapeutes et les éducateurs donc, qui viennent avec les groupes ou les particuliers ont certainement de la richesse à prendre par rapport au regard de l'enseignant qui, lui, a l'habitude d'avoir ce regard du cavalier avec le cheval. Donc voilà. Et donc les résultats peuvent être plus ou moins à long terme. On n'est pas tous égaux par rapport à notre progression équestre. Et là, je pense que c'est pour tout le monde dans la salle, c'est une vérité en soi. Comme tout le monde, il y a des périodes de progression, des périodes de stagnation, des périodes de régression malheureusement aussi. Tout dépend aussi de l'ambition de l'objectif, sachant toutefois qu'un objectif est censé être réalisable et qu'effectivement, il ne vaut mieux pas être trop ambitieux et fonctionner par palier dans un projet personnalisé. En tout cas, il faut sortir, et ça c'est une notion importante, de cette image un peu mythique que l'équitation est magique pour les personnes autistes, que pour les personnes handicapées, ça marche, c'est une activité qui est super. Des choses qu'on entend nous au quotidien, oh, c'est super ce que vous faites avec les personnes handicapées, oh, de toute façon, forcément il se passe quelque chose. Eh bien non, tous ne prennent pas plaisir à cette activité, certains sont trop angoissés face à un cheval. Et encore une fois, même pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, c'est une vérité aussi. C'est-à-dire que nous aussi, tout le monde, l'activité n'est pas magique pour nous tous non plus. Et vous connaissez certainement dans votre entourage des gens qui ne veulent pas entendre parler de cheval et qui ne veulent pas entendre parler du fait de monter à cheval. Et que du coup, effectivement, il n'existe pas une communication magique entre les équidés et des personnes en situation de handicap. Et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de variables, celle du cavalier, celle de l'équidé, celle de l'enseignant d'équitation, sans compter les éventuels donc accompagnateurs et le groupe, donc les autres aussi cavaliers, que les résultats sont propres à chacun et donc difficilement quantifiables de manière scientifique. Chaque personne est unique et c'est bien l'activité qui doit s'adapter, donc comme je le disais, à la personne prise en charge et non l'inverse. D'où le fait que nous ne parlons plus, nous, d'équitation adaptée que de médiation équine, un petit peu dans notre jargon au niveau du brevet fédéral. Je laisse la parole à ma collègue qui va vous dire un petit peu concrètement comment ça se passe dans les centres équestres. Merci. Je vais voir si ma voix est échauffée. Il faut savoir que les quelques heures passées plutôt dans le sable abîment un petit peu les aigus. Donc je vais essayer de parler doucement. Mais bon, la voix, normalement, je l'ai encore. Alors là, moi, on va passer au 4e point. C'est quand on par médiation équine dans les centres équestres. Alors, où s'adresser? Alors, effectivement, le choix de la structure en fonction de l'objectif des cavaliers concernés. Savoir aussi si ce centre équestre a des poneys, des chevaux, parce que chacun a un petit peu sa spécialité. Toutes les structures équestres ont leurs compétences. Il s'agit de se renseigner si les installations, la cavalerie et les personnes encadrantes répondent aux critères pour pratiquer l'activité, et on en revient, en toute sécurité. Donc il faut effectivement des encadrants diplômés, installation aux normes, des agréments c'est mieux en Fédération française d'équitation. Effectivement, pour l'équitation adaptée, on retrouve aussi le label Equiandi qui peut aussi diriger un petit peu les personnes. Et, effectivement, une cavalerie en bon état.
Donc, qui dit bon état, effectivement, quelqu'un lambda, on voit un petit peu si le cheval est bien nourri, on n'y voit pas trop les côtes, voilà, qu'il ne soit pas blessé, qu'il soit relativement calme à l'approche. Adapté effectivement à la morphologie aussi, on en a parlé avec d'autres intervenants, donc adapter la morphologie du cavalier. Effectivement, on revient sur ce point-là parce qu'on insiste vraiment aussi à la concurrence déloyale qui existe encore, hélas, en France, avec des gens effectivement qui n'ont pas forcément le label ou même la déclaration de centre équestre, hein, et qui se retrouvent à encadrer. Les gens pensent que ces gens-là ont tous les diplômes nécessaires et au bout du compte, on se retrouve avec des gens, même moi, des stagiaires, même pas avec petit niveau équestre, qui à 15 ans sont retrouvés à diriger dans certains centres, dans certaines écoles, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de détermination, à des personnes, des instituts. Hein. Donc là, faites très attention à ça, parce que c'est toujours où, comme on disait tout à l'heure, tant qu'il fait beau et qu'il n'y a pas de souci, pas de problème, sauf que attention aux réglementations. Alors, comment autrement? Donc, effectivement, il est important, c'est de prendre contact avec les personnes dirigeantes. Alors, il faut savoir que tous les centres équestres, effectivement, on accueille plus ou moins des personnes en difficulté, mais tous les moniteurs ne sont pas capables aussi d'encadrer. Alors, et ce qui est bien aussi, c'est de prendre contact, mais de faire, visiter les installations. Alors effectivement, on a tous nos moyens, comme beaucoup démarrent. Tout le monde, Paris ne s'est pas fait en un jour. On n'a pas tous des superbes structures, avec forcément manège couvert, les superbes écuries. Mais regardez un petit peu quand même l'état. Si c'est pas trop sale, je sais pas, moi j'ai d'autres exemples, les filles. Non, mais effectivement, si les chevaux aussi sont pas trop éparpillés, parce que quand si les râteaux sont bien rangés. Comment ? Si les râteaux, le matériel est bien rangé. Oui, voilà. on ne sait jamais. C'est vrai qu'il y a des fois, on a besoin d'un couteau pour couper quelque chose. Mais bon, effectivement, avec du personnel, il faut tout ranger. Il faut avoir les yeux partout. Alors, effectivement, nous, en tant que dirigeants, on n'a pas toujours les yeux partout. Donc, c'est pareil aux personnes encadrantes aussi de prendre note. Et, voilà. Donc, on a dit visiter la structure équestre. Donc, ce qui est bien aussi, c'est d'établir une convention stipulant le nombre de personnes à pratiquer la discipline, le nombre d'encadrants nécessaire, parce que ça c'est important aussi. Tout centre équestre n'a pas forcément de stagiaires pour aider à la préparation. Quand on a des groupes, là je vois il n'y a pas longtemps, moi je prends un exemple personnel, mais j'ai accueilli 8 autistes, sachant qu'il n'y en avait que 4 en autonomie. Les 4 autres, il fallait du monde. Et heureusement que j'avais des petits jeunes autour de moi, parce que mine de rien, eux, ça leur reprend aussi avoir un regard sur la différence. Mais effectivement, s'ils viennent toutes les semaines, je serais bien embêtée. Voilà, parce qu'à un moment donné, je serai obligée de proposer une autre activité. Excusez-moi. Donc, stipuler le nombre de personnes à pratiquer, nombre d'encadrants, voilà, et le jour et la durée de l'activité. Le programme des séances. Donc ça, c'est important de savoir aussi. Il faut savoir que ce n'est pas forcément, et ça c'est dur pour l'enseignant, que c'est pas que monter à cheval, ça peut être de la pratique aussi à pied, juste le pansage, pourquoi pas un bricolage, parce que quand il fait très froid, on est des fois mieux en salle que sous -5, surtout dans les conditions, surtout de cet hiver, n'est-ce pas? Des ateliers aussi, d'hypologie, mais adaptés aussi, enfin voilà, il y a plein de choses. Mais regardez aussi que ce ne soit pas non plus, comme je dis toujours, la petite promenade bête et méchante où vous venez avec votre groupe et on vous fait faire le tour du champ et on revient. Voilà, il y a plein de choses. Le prix, oui, le prix. C'est un grand point parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Tout le monde dit l'équitation coûte cher, la prise en charge aussi coûte cher. Donc ça aussi, après c'est toujours un petit hic là-dessus parce qu'au niveau des instituts qui arrivent, effectivement, il y a les encadrants, il y a le transport, et puis il y a nous, mais nous, il y a aussi les chevaux. Comme tout à chacun, on sait que un cheval, c'est pas donné non plus, et que le prix journalier n'est pas donné non plus. Donc, en fonction de la structure, les prix aussi peuvent différer. Entre quelqu'un qui a effectivement qu'une carrière et celui qui a un manège couvert, effectivement, le prix va peut-être être différent. Il faut aussi imposer un certificat médical stipulant que les personnes sont aptes à la pratique de l'équitation sans contre-indication. Ça, c'est aussi important, même pour un public adapté. Ça, on oublie, mais c'est pareil, c'est le jour où on peut avoir des petits soucis. Alors, pourquoi? Donc, on s'est vraiment passé sur où, comment, pourquoi. Alors, comme nous l'avons déjà développé, l'équitation adaptée peut être bénéfique à partir du moment où les critères cités sont respectés. Et dans la mesure où nous sommes tous capables de décrire de nombreux exemples de personnes déficientes
en difficulté ayant retiré du positif dans la pratique équestre. Nous avons tous conscience du bien-être qu'apporte le cheval, hein, comme on précise, on ne serait pas là aujourd'hui sinon, sur le plan psychologique et physique. Mais il est bon de savoir dans quelle mesure cette relation est bonne pour le cheval, pour l'enseignant, pour l'enseigné. J'avais oublié un petit hic, mais aussi pour la personne qui encadre, quand on accueille donc un public adapté. Alors, c'est un peu de mon idée, mais bon, après, elle n'est pas forcément de moi. Moi, je me suis inspirée lors d'une formation de tuteur par Nicolas Sanson, qui est aussi cadre de l'ENE, qui disait il y a 3 mots d'ordre. Alors après, il ne les avait pas développés. Moi, j'ai développé à ma façon, parce que je m'en souviens pas forcément, mais c'était 3 mots d'ordre que je transmets moi aussi à mes élèves en formation, et mes cavaliers aussi. Hein. Sécurité, apprentissage, satisfaction. Alors ça, c'est 3 mots où on l'a développé justement pour le cheval, pour l'enseigné, pour l'enseignant. Je ne l'ai pas développé pour l'accompagnant, mais je pense que tout le monde va s'y retrouver. Alors pour le cheval, alors là on reprend des points un petit peu qu'on a déjà vus avec l'ensemble aussi des intervenants. Donc sécurité, pour moi, par rapport au cheval, c'est connaître et respecter son mode de vie, son mode de communication, ses besoins, ses réactions. Être capable de déterminer son caractère, ses capacités par rapport à l'utilisation que l'on veut en faire, ses relations avec ses pairs. Donc, utilisation d'un matériel aussi et d'un cadre adapté, c'est mieux. Dans le mot apprentissage, c'est faire un bon débourrage, avoir un travail régulier, sérieux et surtout diversifié. Désensibilisation par rapport à différents objets, le rendre pratique et gentil par rapport à différentes postures. Évoluer seul ou en groupe. Donc satisfaction, le tout afin que le cheval prenne du plaisir au travail, enfin dans le travail. Un cheval, on a dit, volontaire, non agressif, donc non agressé, en bonne santé et éduqué. Parce que là, c'est pareil, on voit un petit peu de tout parfois. Alors pour l'enseignant, donc la sécurité, c'est environnement adapté, installation propre, sécurisée, matériel adapté et en bon état. Donc ça, vous pouvez vous en rendre compte aussi, essayez de voir un petit peu si les cuirs sont faits de temps en temps, voilà, que le matériel ne soit pas cassant, etc. Cavalerie en bonne santé physique et mentale. Bon, après, à voir si vos cavaliers ils tombent à chaque séance parce qu'ils lèvent les fesses ou autre, il faut peut-être se demander pourquoi. Encadrement suffisant et adéquat, ça c'est pareil. Donc attention, justement, ce qu'on disait aussi, à ne pas être mis dans les mains de n'importe qui. Voilà. Apprentissage. Donc avoir suivi une formation et continuer cette démarche de formation. On dit toujours que dans ce milieu-là, on en apprend toujours, et c'est encore le cas. Avoir envie de transmettre, et surtout aimer son métier. Savoir se remettre en question, ça aussi. Et s'adapter à chacun. Donc la satisfaction, c'est avoir du plaisir, et surtout le partager. Ne pas se blaser en tombant dans une routine non structurante. C'est vrai que c'est pareil, on a aussi l'image du moniteur, des fois, assis sur son chaise, qui attend que ça se passe, etc. Et essayer de voir la variété des exercices, déjà, et ça donne une petite idée. Donc justement, varier son enseignement et surtout communiquer. Donc on disait, et surtout, sans arrêter de se former. Donc partager ses expériences, comme là, lors de rencontres, c'est toujours bien. Reconnaître et apprécier le moindre progrès aussi des cavaliers. Ça, c'est important aussi de savoir un peu déterminer l'évolution de ces séances. Voilà, donc ça, c'était pour l'enseignant. Et donc, pour l'enseigné, donc effectivement, la sécurité, c'est avoir des bases sur qui est le cheval, ses réactions notamment. Alors, c'est vrai que souvent, on arrive dans des centres équestres, on oublie un peu de présenter le cheval. Les séances numéro 1, hop, on prépare le cheval, on va dans le manège, hop, on monte dessus. C'est peut-être pas l'idéal. Alors, des fois, même expliquer avec les cavaliers lambda, même aux parents, que la première séance, ils vont peut-être pas monter à cheval. Au moins, juste les 5 dernières minutes peut-être, mais on va apprendre déjà à connaître son cheval, justement pour éviter les accidents. Comment l'aborder? Donc ça, c'est important. Être accompagné dans ses débuts. Donc avoir aussi une tenue adaptée. Donc c'est pareil, même pour personnes dites en difficulté, il est important qu'il ait une bonne tenue. Même si les séances ne durent pas très longtemps, enfin, quoi que ça dépend des niveaux, les frottements et tout ça, c'est un petit peu dommage. Et puis la bombe, bien sûr, adéquate. Avoir à disposition un matériel adapté et en bon état, donc se faire transmettre les consignes de sécurité de manière adaptée selon ses capacités de compréhension. Évoluer avec un équidé adapté à son niveau, son âge, je me disais, sa morphologie,
Hein, donc, alors après, ça peut varier. Hein, même à l'adulte, on peut utiliser les petits Shetland, vous verrez demain dans les ateliers, sans monter dessus forcément. Hein, donc voilà, après, adapté à plein de choses, hein, à ses peurs ou autre chose. Excusez-moi. Évoluer dans une structure équestre, toujours adaptée aux normes. Donc ça, c'est un petit peu se renseigner. S'il y a des diplômes d'affichés, il y a des affichages obligatoires dans les centres équestres. Donc il faut juste jeter un petit coup d'œil. Apprentissage, donc c'est recherche du plaisir à pied ou à cheval, recherche d'une progression, d'une amélioration, d'une valorisation par rapport à un objectif personnel, et passer par des phrases et des apprentissages variés. Et après, on fait son choix un petit peu, voilà. Satisfaction, c'est avoir envie de revenir, ça c'est important, et repartir surtout avec un mieux-être, une détente. Vouloir faire mieux ou aussi bien la prochaine fois. Voilà. Donc voilà, c'était un petit point. Donc à retenir surtout ces 3 mots d'ordre, hein, sécurité, apprentissage, satisfaction. Et après, bien sûr, le apprentissage, satisfaction, on peut le mettre un petit peu dans le désordre en fonction. Voilà. Je vous remercie. Donc moi, je n'ai pas beaucoup bossé, mais elles m'ont demandé de venir parce qu'elles ne voulaient pas être toutes seules. Alors, il faut que je fasse le mot de conclusion. Donc, mais c'est moi qui ai fait les photos, par contre. Bravo. Surtout que Valérie m'en a envoyé 140. J'avais du boulot quand même. Bon, alors les questions sont ouvertes et les bienvenues. Nous pouvons juste dire que nous avons pertinemment choisi de baser nos propos par rapport au sens commun de la définition de la notion de médiation équine, car la pratique de l'équitation par les personnes en situation de handicap ou en difficulté devrait être considérée dans l'idéal comme une pratique commune, comme tout à chacun. Voilà.